Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie toutes et tous de votre présence pour cette assemblée syndicale, pour ce conseil syndical. Très intense, j'imagine, puisque la période du mois de juin est toujours très compliquée. Et donc, je vous remercie, malgré l'intensité du mois de juin pour les uns et pour les autres, de votre présence. Nous allons commencer l'appel pour pouvoir établir le quorum. Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je vais commencer à vous donner les noms des présents avec les procurations. Donc Monsieur René André qui a procuration de Monsieur Ferrero, Monsieur Patrick Becker qui est présent, Monsieur Emmanuel Bertin qui est présent, Monsieur Guillaro qui est présent, Madame Marie-Laurence Herfel qui est présente, Madame Angèle Caspar-Cotrupi qui est présente, Monsieur Marc Lucchini qui est présent, Monsieur Christian Mertz qui est présent, Monsieur Olivier Postal qui est présent, Madame Christine Potier présent, Madame Clémence Pouget qui est présente, Monsieur Denis Schitz qui est présent, Madame Brigitte Schneider qui est présente, Monsieur Laurent Schutz qui est présent, Monsieur Bernard Vénan qui est présent, Monsieur Mathieu Weiss qui est présent avec procuration de Monsieur Collin, Monsieur Damien Ziegler qui est présent, Monsieur Denis Bord qui est présent, Monsieur Michel Erga qui est présent avec procuration de Monsieur Paquet, Monsieur Lorenz qui est présent avec procuration de Monsieur Zener, Monsieur Mathieu qui est présent, Monsieur Robinet qui est présent avec procuration de Monsieur Balcerzak, Monsieur Jean-Luc Corazza qui est présent, Madame Derat qui est présente, Monsieur Dick qui est présent avec procuration de Monsieur Risser, Monsieur Angelman qui est présent avec procuration de Madame Griot, Monsieur Ozenburger qui est présent, Monsieur Medves qui est présent avec procuration de Monsieur Jurzac, Madame Mention présente, Madame Redstock-Pina présente avec procuration de Madame Attry, Monsieur Station présent avec procuration de Monsieur Bernardi, Madame Poli présente, Monsieur Abdelali présent, Monsieur Fradella présent, Monsieur Tacconi présent avec procuration de Monsieur Chivre, Monsieur German présent et Monsieur Philippe présent avec procuration de Madame Fattorelli. Le quorum est atteint. Donc le quorum est atteint, mesdames, messieurs, nous pouvons valablement délibérer. Et je vous en remercie une fois encore. Peut-être juste en élément synthétique préalable, mesdames, messieurs, je tenais à vous informer d'une première chose. Déjà vous informer... Donc simplement pour vous informer que les premiers quarts que nous avions évoqués lors de nos différents débats budgétaires sont arrivés. Donc vous vous souvenez que depuis 2015 nous n'avions pas racheté de matériel. Je peux vous l'annoncer, on aura l'occasion de vous inviter début juillet à une invitation presse officielle au dépôt pour pouvoir vous présenter au grand public, à l'opinion publique, l'arrivée de ce nouveau matériel roulant. Donc les 5 premiers quarts sont arrivés de notre commande, nous en avons 12 qui arrivent, en tout ça sera 23 nouveaux quarts durant l'été qui arriveront dans les prochaines semaines et qui seront mis en exécution pour le mois de septembre, j'imagine. Je parle sous le contrôle évidemment du délégataire, du représentant du délégataire. Également vous en informer, puisque nous sommes au dernier conseil du mois de juin, que le bureau a travaillé sur un projet du BHNS dit revisité et que lors d'un prochain conseil syndical, nous aurons l'occasion de vous présenter le projet du BHNS revisité. Le plan est là ? Donc nous aurons très rapidement l'occasion peut-être de vous présenter tout à l'heure le projet de BHNS revisité. Je sais qu'il y a beaucoup de questions autour de cette question de ce bus à haut niveau de service et du travail qui est effectué dans les différents copiles de territoire et effectivement sur les questions autour des temporalités de tout cela. Nous pourrons vous présenter tout à l'heure la mouture de ce BHNS revisité qui aura vocation à alimenter le débat public. Voilà pour les propos un peu liminaires. Nous passons peut-être dès maintenant au point de délibération du comité syndical. Je commence évidemment par la désignation d'un secrétaire de séance. Il est proposé... alors, qui est le plus jeune de l'Assemblée? C'est M. Tacconi, me semble-t-il. On peut alterner. Est-ce qu'il y a d'autres candidats que M. Tacconi? Il n'y a pas d'autres candidats, M. Weiss? Alors, M. Weiss se laisse à M. Tacconi. Alors, les plus jeunes de séance, on va laisser M. Tacconi. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions?
Je vous remercie. Monsieur Tacconi signera donc en tant que secrétaire de séance. Nous continuons avec la question de l'achat local pour transfert de la boutique Temo. Je laisse la parole à Monsieur Postal. Ça marche? Ouais, ça marche. Alors, cette délibération concerne l'achat d'un local pour transférer la boutique Temo de Florange à Florange, mais dans un lieu mieux situé, à savoir quitter le local actuel rue de Longwy pour acheter un local toujours à Florange, avenue de Lorraine. Donc les plans vous sont présentés dans cette délibération, considérant que le prix de vente prévisionnel est fixé à 2 400 € hors taxe du mètre et que le local fait 56 mètres, 57 mètres 84. Considérant que les crédits sont inscrits au budget 2025, il est proposé au comité syndical de se prononcer en faveur de l'achat, d'autoriser le président de Temo à signer tout acte juridique ou tout document afférent à cet achat et d'autoriser le président à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Le bureau syndical du 17 juin 2025 a donné un avis favorable. Donc, mesdames, messieurs, effectivement, comme dans le cadre du projet du nouveau dépôt, il était prévu d'avoir un autre espace de vente pour la partie Val de Fensch et que le souhait historique était de garder un emplacement dans le Val de Fensch pour cet espace de vente, il est proposé effectivement d'acheter cette cellule commerciale neuve dans le cadre d'un projet qui devrait être fini dans les 24 mois. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet? Oui, Alexandre, tu veux prendre la parole? Est-ce qu'on peut livrer un micro à Monsieur Lusenburger? Il arrive. Sans lancer un débat qui a déjà fait parler beaucoup la presse et beaucoup de monde, est-ce que le maire de Florange peut valablement signer cet acte d'achat? Est-ce que les adjoints de la ville de Florange peuvent valablement participer à cette délibération? C'est ma question. À ma connaissance, oui, puisque le projet n'est pas porté par la ville de Florange. Bon, ok. Voilà. C'était juste une question technique. Je parle sous le contrôle de tout le monde, évidemment. Puisque... Non, bah non. Non, il n'y a pas de... Non. À savoir, évidemment, que par contre, il y aura un débat qui restera ouvert, puisque là, on parle d'acquisition. Il est évident que pour le syndicat, il y aura un jour une question qui se posera de l'actuel espace de vente. Et là, effectivement, on en reparlera dans cette instance. Et il y aura évidemment du côté de la ville de Florange un débat qui se posera sur l'intérêt à agir. Mais aujourd'hui, on est plus là sur une acquisition d'un espace sur un projet privé. Donc, acte. L'adjoint à l'urbanisme de la ville de Florange a raison de poser la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le principe? Est-ce qu'il y a donc des... Oui, Jean-François. De faire cette boutique sur Hayange. On a changé ça, pourquoi du coup? Parce qu'effectivement, le futur BHNS partira d'Hayange, à un endroit bien défini, et on avait dit qu'on attendrait et qu'on regarderait peut-être, pour l'instant, un local qui serait disponible sur Hayange. Donc, on a changé d'avis. Est-ce que la suite, ça sera quand même un truc sur Hayange ou bien fermer définitif sur Florange? Parce qu'on est vraiment au milieu du coup. Donc c'est à savoir, c'est important parce que l'étude a fait que ça aurait été intéressant qu'on parte justement du départ du BHNS là-haut, quoi. Alors, Jean-François, je me permets de dire qu'effectivement, on en a discuté en bureau. Il y a 3 ou 4 bureaux de cela, peut-être même un peu plus. Et effectivement, lors du bureau, ce qui avait été évoqué, c'était le maintien sur le Val de Fensch. Et c'est un débat depuis le début, d'un maintien sur le Val de Fensch d'un espace de vente, en sachant effectivement qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de proposition sur Hayange. Il n'y a pas de proposition sur Cérémange, et il y avait effectivement une proposition dans le cadre de ce projet à proximité du BHNS, puisque le lieu en question est sur l'axe du BHNS,
puisque la proximité d'un des quais du BHNS se fait devant le parvis de la passerelle. Et donc c'est là où c'était effectivement intéressant d'avoir un espace de vente dans un bâtiment qui est neuf, qui aura vocation à être neuf, le long de ce BHNS. Je rappelle que le BHNS passe avenue de Lorraine. Donc c'est comme ça que la réflexion est apparue. Comme j'avais eu l'occasion de le dire en bureau, la question c'est aussi de savoir quelle est l'alternative si on veut maintenir cet espace de vente sur le territoire de la vallée de la Fensch. Dans un délai qui est celui de notre projet BHNS et de notre projet de dépôt. Dans le cadre de la construction éventuellement du P plus R, on imaginait qu'il y aurait un endroit dédié justement pour mettre en place, pour faciliter un petit peu un truc commercial sur l'endroit même. C'est ça, c'est ça que je disais. Bon, après, effectivement, les plans changent quelque part, mais je pense que honnêtement, faire un point repère sur place au départ sur de Hayange serait quand même intéressant de le maintenir et de regarder la finalité plus tard, quoi, je veux dire. Mais voilà. J'entends la remarque sur le projet tel qu'il avait été lancé à la base. Je répète, la seule difficulté qui reste, c'est la question à quel emplacement de proximité sur le Val de Fensch on pouvait intégrer cet espace de vente. Voilà. Donc par principe de réalité, si on veut le maintenir, il valait mieux parier sur un espace qui était un espace neuf, pour aussi accompagner l'image de ce changement, de ce nouveau dépôt, de cette nouvelle identité qu'on essaye d'accompagner. Monsieur le maire ? Oui, Monsieur le Président. Je me rappelle à l'époque, lorsque j'avais rencontré le maire d'Étanges-Grandes et Monsieur Medves, on avait parlé de 2 boutiques, une sur Florange et une sur Hayange. Alors effectivement, vous voulez peut-être installer cette boutique dans un local qui est neuf, mais sur Hayange, on a quelques cellules commerciales qui sont à disposition du privé. La collectivité en a encore une qu'elle pourrait évidemment louer au TEMO. Je crois que c'est une bonne idée. Alors après, à quelle période on va démarrer la gare routière? C'est surtout ça. À quelle période on va démarrer cette gare routière? Est-ce qu'il y a déjà eu une promesse et un compromis signé avec ArcelorMittal, enfin, ou Henri Avest pour l'instant, pour acheter 2 parcelles dans la continuité de la future gare routière? Ça, c'est des questions qu'on me pose souvent, et pour l'instant, on n'a pas réellement de réponse sur ce sujet. Et puis avant de finir, j'aimerais bien quand même revenir sur l'audit. Alors, on a peut-être fait un débat à huis clos, tous les élus n'étaient pas présents autour de la table, mais je crois que normalement, cet audit devait figurer à l'ordre du jour de ce soir. Alors peut-être pas pour relancer un débat de 3-4 heures, mais vu la situation, je crois que c'est dans l'ordre des choses d'en débattre également ce soir. Donc je vous demande une prise de parole. Cet audit qui était très intéressant et très très long, j'en ai fait une synthèse puisque la dernière fois, lors de cette réunion à huis clos, on n'avait pas encore les documents. Donc on a écouté les deux avocats, mais on n'avait pas encore le document. Donc entre-temps, le document, on a pu le lire, on a pu l'analyser, et on a pu, je pense que tous les élus ont pu faire une petite synthèse. Moi, j'en ai fait une et j'aimerais bien évidemment la lire. Oui, alors plusieurs choses, enfin 2 choses, concernant déjà le sujet de la délibération. Le sujet de la délibération, bon, sur la question d'avoir un double espace de vente sur le Val de Fensch, un sur Florange, un sur Hayange. J'entends la proposition, j'entends la demande. Ça appartiendra dans le cadre de l'équilibre budgétaire à la fois de la DSP et évidemment du syndicat, une question ouverte. Donc moi j'ouvre effectivement le débat à partir du moment, et j'ouvre le débat aussi auprès du bureau, de savoir si ça a un intérêt ou pas. Moi je n'ai pas forcément d'avis sur le sujet. J'avais en tête le besoin de maintenir sur le Val de Fensch un espace de vente physique, puisque c'était l'une des demandes. À l'origine, quand on avait ouvert déjà ce débat à l'origine et historiquement, s'il y a la volonté d'en avoir un deuxième, j'ouvre le débat et on en discutera au sein du bureau
pour savoir si ça a un intérêt, un enjeu, en sachant qu'à chaque fois, forcément, il y a des frais fixes, des frais de fluide, des frais de personnel qui sont liés à ce maintien d'une permanence. Mais je ne suis pas du tout fermé sur le sujet. Concernant la question de la gare routière, de l'acquisition des terrains, je rappelle qu'on est aussi pris sur la question d'Hayange, sur la problématique que l'agglomération du Val-de-Fensch a à gérer sur la question de la gestion du cours d'eau. Voilà, qui est plus loin, mais je rappelle que la DUP, entre les terrains disponibles en Réinvest et la question des terrains que le Val-de-Fensch avait le besoin et nécessaire pour la réalisation des aménagements pour sécuriser, j'allais dire, le cours d'eau par rapport aux inondations sur Hayange, et un peu en amont, puisque ça concernait aussi la question de Zarchtal, d'après mon souvenir, effectivement, il y avait un débat sur les emprises foncières. Et donc, la dernière fois qu'on s'est vu, on a eu l'occasion de faire un premier point technique ensemble, monsieur le maire. Et ce qu'on avait vu, c'était qu'il y avait un enjeu de foncier à débattre, de quels étaient les fonciers disponibles par rapport aux problématiques Val-de-Fensch. Donc, moi, je peux prendre en tout cas acte du fait qu'il y a une volonté d'accélérer. On a différents COPIL qui sont actifs, des comités de pilotage actifs avec toutes les communes le long du BHNS. J'avoue, et il est vrai, on s'est vu qu'une seule fois, monsieur le maire, et on a eu l'occasion de voir l'agglo pour faire le point sur la question de la gare routière. J'entends la nécessité de faire une revoyure rapide pour acter à la fois et mettre en place une temporalité. On présentera tout à l'heure la question du BHNS revisité, et je pense qu'il est important qu'on puisse clarifier aussi les temporalités autour de chacune des communes qui sont le long du tracé du BHNS, et qu'on puisse aborder ensuite temporellement la définition du projet. Sur la question de l'audit. J'irai même plus loin pour le local. Moi, ça ne me dérange pas de mettre à disposition un bureau. J'ai 2 bureaux libres en mairie de Hayange. Évidemment, vous fournissez le personnel et on peut faire quelques permanences chaque semaine. Ça peut être aussi intéressant par rapport, là, il n'y a pas de fluide à payer, il n'y a pas de location et autres, mais vous payez l'agent. Hein. J'entends la proposition et je pense qu'on en prend tous acte. On en discutera aussi avec le délégataire forcément et on reviendra vers vous. En tout cas, là, voilà, je dis dont acte et on en discutera en fonction de l'opportunité client et de l'opportunité politique. Sur l'audit, j'entends la demande qui est légitime. Pour ma part, je me permets de le dire publiquement, comme je vous l'ai dit à huis clos et comme je l'ai dit à la presse. Il était important, pour ma part, en tant que président de l'institution, d'avoir un débat entre élus, que nous ayons cette possibilité de débattre librement, que les débats puissent être faits sans compte-rendu presse, et qu'ensuite chacun puisse commenter s'il y a le besoin dans cette instance. Donc pour ma part, le débat est libre. J'ai dit ce que j'avais à dire à huis clos à chacun d'entre vous. Pour ma part, je ne dirai plus rien sur l'audit. Je l'ai dit et je le redis. Il était important d'avoir une communication sur cet audit. Il était important de le livrer en totale transparence au grand public. Il était important que chacun puisse s'exprimer totalement librement et que j'en sois le garant. Il était important que je puisse dire ce que j'avais à dire librement à chacun des membres du conseil syndical. Maintenant, ce qui compte, c'est l'avenir. Maintenant, ce qui compte, c'est les projets. Maintenant, ce qui compte, ce n'est pas d'aller plus loin que le commentaire ou la discussion ou la présentation objective des faits juridiques. En tout cas, pour ma part, je ne ferai pas de commentaires sur l'audit. Les faits juridiques ont été présentés, chacun en fera son commentaire. Et moi, je lève le débat libre. Si les uns ou les autres veulent utiliser en cavalier les éléments de cet ordre du jour pour en parler. Donc, de manière raisonnable, je me permettrai quand même de le dire, parce que comme vous l'avez dit, il n'est pas question néanmoins qu'on passe 3 heures sur l'audit alors qu'on a des points à l'ordre du jour et qu'on a plein d'autres sujets que la question du passé à régler ensemble. Donc je ne sais pas si vous voulez prendre la parole aujourd'hui, monsieur le maire, pour parler, non, on va faire pas la communication. On ne va pas passer 3 heures, mais enfin, vu la gravité de cet audit, on peut quand même en débattre, même si on met 1 heure. Enfin, alors je veux bien, on va vers l'avenir, on change le mode de gouvernance, d'accord, il y a eu des efforts, il y a eu de l'amélioration, mais en fait, il ne faut quand même pas oublier le passé, ça ne date pas de 20 ans. Ça date de quelques mois. Donc j'ai préparé une petite synthèse. Alors derrière sa façade assez technique à cet audit, il faut avouer que cet audit relève une réalité gravissime. Une gestion désastreuse et des choix irresponsables, des erreurs lourdes de conséquences et une série de décisions
qui relève davantage de l'improvisation, il faut le dire, que d'un véritable service public digne de ce nom. Ce que cet audit dévoile, mesdames, messieurs, c'est avant tout un système de gouvernance totalement défaillant. Les lignes de bus ont été réorganisées sans qu'aucune étude sérieuse ne vienne justifier les choix opérés. Les décisions ont été prises dans la précipitation, sans concertation, sans écoute des besoins réels du territoire. Une série de revirements a eu lieu, confirmant l'impréparation. Je pense notamment au fait que le conseil départemental n'avait même pas été associé aux réflexions par le passé, aux divers changements du tracé sur la ville de Yutz qui n'étaient pas associés au préalable. Le résultat, le chaos pour les usagers, des lignes supprimées, etc. Mais avec l'arrivée d'une nouvelle gouvernance, ça s'est légèrement amélioré. Le plus révoltant, c'est pas ça. Le plus révoltant, c'est sans doute la manière dont les finances publiques ont été gérées avec l'argent du contribuable. Le projet de BHNS est non seulement très contesté, mais il a vu son coût exploser, passant de 62,4 millions à 295 millions d'euros, sans aucun bouclage financier sérieux n'ait été présenté. L'augmentation du versement transport censé financer l'investissement a été, et on le sait, détournée pour couvrir les déficits d'exploitation courante. Quant au choix de l'exploitant, l'audit révèle des dysfonctionnements préoccupants dans la passation des marchés publics, notamment l'attribution de l'exploitation du réseau à Keolis, malgré une offre plus coûteuse que celle de Transdev, il faut le dire aussi. Aucune justification technique sérieuse n'a été fournie et le processus s'est déroulé dans une opacité totale, sans concertation ni transparence envers les communes membres. Ce choix arbitraire engage des millions d'euros d'argent public sans aucune évaluation objective des offres n'ait été rendue publique. Ça, c'est aussi une grosse problématique. Cette manière de faire jette la suspicion d'une gestion politisée, détournée de l'intérêt général et au mépris des règles élémentaires de la commande publique. Le marché de maîtrise d'ouvrage du projet BHNS est lui aussi entaché d'irrégularités majeures. Il a été attribué sans garantie suffisante, il a donné lieu à des avenants successifs et à des modifications importantes en cours d'exécution, sans mise en concurrence ni contrôle clair des prestations effectuées. Ce manque de rigueur est tout de même scandaleux par son ampleur et son niveau exceptionnel d'incompétence à l'échelle des collectivités françaises. Il a favorisé des dépassements des coûts incontrôlés et une dilution des responsabilités au sein du syndicat. Pour finir, ces décisions ont donc amplifié les dérives du projet, illustrant une gestion laxiste, dangereuse et potentiellement illégale des deniers publics. On sait parfaitement que le SMITU a commandé cet audit suite à la pression exercée par la ville d'Hayange concernant l'opacité de sa gestion. Vous saviez que nous allions saisir la justice à cet égard et vous saviez que nous allions mettre les moyens nécessaires pour révéler au grand jour d'éventuelles malversations. Et vous souhaitiez devancer notre initiative pour ne pas nous donner raison. On en a parlé lors de la réunion à huis clos. Ce n'est pas un souci de transparence qui a animé les dirigeants du syndicat, mais bien la peur de voir leur incurie dévoilée par d'autres avant les élections municipales. Car oui, ces élus avaient peur que Hayange mette sur la place publique ce que s'échinaient à dissimuler, leurs responsabilités, leurs fautes et leurs choix politiques ruineux. Ils avaient peur de devoir rendre des comptes, alors ils ont tenté de sauver la face. Mais c'est trop tard. Et même si vous nous avez légèrement devancés, l'audit démontre ce que nous savions déjà sur la gestion de l'ancien bureau et de l'ancien président. Je vous le dis solennellement, dans ces conditions et au regard des faits décrits dans cet audit, au nom de la mairie d'Hayange et de la majorité municipale, je suis désormais contraint, conformément à l'article 40 du Code de la procédure pénale, de rapporter ces faits au procureur de la République avec un dépôt évidemment de plainte. Non, mais vous pouvez rigoler, on parle quand même d'argent public. Attendez, on parle de détournement, on parle d'appels d'offres truqués, tronqués, et on parle de 70 millions d'euros de ponts à Thionville, sans convention, avec des réseaux qui passent. La ville de Thionville n'a même pas financé, mais attendez, au bout d'un moment, je crois qu'il faut dire la vérité. Et ces personnes
irresponsables eh bien, doivent être jugées devant le tribunal et les juges eh bien, décideront si elles sont responsables ou si elles sont innocentes. Je vous remercie. Alors, monsieur le maire, je me permets de répondre sur certains points. Je répète, je ne ferai pas de commentaires, moi, ni sur vos propos, ni sur le sujet de l'audit. Je rappelle juste le besoin de protéger l'institution. Et moi, je rappellerai juste ça. Je pense que ce qui a nécessité l'audit, je crois que j'ai déjà dit publiquement à plusieurs reprises, c'est que, arrivant en décembre 2023, on s'est rendu compte avec les membres de ce bureau que sur la question de ce qui avait été réalisé concernant les ouvrages d'art du buissonnier de service, il y avait besoin de clarification des responsabilités. Et donc, oui, je me permets de le dire, il a fallu faire toute la transparence, et je me permets de le redire, comme je l'ai dit déjà devant la presse, mais je le redis, et comme je l'ai dit à huis clos, il nous a fallu des avocats dans la boucle pour avoir l'ensemble des éléments de transparence de notre mandataire, qui pourtant avait un contrat pour pouvoir le réaliser et des obligations contractuelles. Je rappelle que nous n'avions aucune facture avant que l'audit soit lancé dans ce syndicat. Nous n'arrivions à avoir aucun élément de transparence et on avait beau les demander. La ville de Thionville avait beau nous demander des éléments, la ville d'Hayange avait beau nous demander des éléments, nous n'arrivions pas à avoir la traçabilité qui était obligatoire sur tous les éléments de marché qui avaient été réalisés et encore moins sur les facturations. Donc oui, face à cette situation, il était nécessaire de protéger le syndicat. Et moi je rappelle que dans cette démarche, l'audit a vocation à établir des faits juridiques qui ne doivent pas être contestables, j'allais dire, ou en tout cas à la marge, puisque des faits juridiques sont des faits juridiques. Alors oui, après on peut en faire des commentaires, on peut parler de malversation, on peut parler de plein de choses. Moi je reste simplement sur les faits tels qu'ils ont été mis dans l'audit. Je rappelle enfin que dans mon obligation de protection de l'institution, l'article 40 a déjà été fait, puisque le procureur a été sollicité pour savoir ce que nous avions dans la main à travers cet audit. Pour le moment, à ma connaissance, je le rappelle, et je dis bien à ma connaissance, il n'y a pas d'opérations, j'allais dire au pénal, qui sont engagées par le procureur de la République. Si derrière des parties prenantes veulent, eux, aller plus loin que prévenir le procureur, chacun en assumera la responsabilité. Et chacun en assumera à la fois la responsabilité politique et en assumera la responsabilité pénale. Si derrière il y a un intérêt à agir, chacun le fera et on verra bien. Mais je me permets de penser malgré tout que le procureur de la République et les institutions, quand on a confiance aux institutions, les institutions et les autorités publiques nécessaires ont été sollicitées. Je pense que s'il y avait le moindre risque ou le moindre doute, peut-être que les choses auraient déjà été lancées et j'aurais autre chose à vous dire que ce que je vous ai déjà dit à huis clos et ici en ce conseil syndical. Je crois simplement, et je finirai là-dessus, qu'on a beaucoup de choses à apprendre de ce qui s'est passé. Parce que oui, moi j'aimerais maintenant qu'on se projette sur l'avenir. Et oui, on a un projet qui doit encore être fini. Et oui, je pense qu'il est assez évident que demain, on ne fera plus dans ce syndicat de projet dans une quelconque commune sans avoir en amont délibéré, soit en bureau, soit à l'Assemblée syndicale. Ça me paraît assez évident. Maintenant, je pense qu'on ne se laissera pas biaisé par une quelconque situation où on ne va pas dans le détail des projets sans en délibérer ensemble. Je crois aussi, monsieur le maire, qu'on peut se le dire, il y a une chose qui est très claire pour l'avenir, c'est que le syndicat est là pour gérer sa compétence. Et que sa compétence. Je crois que ça n'a pas été remis en cause, ni sur le fond, ni sur la forme. Par contre, sur les faits juridiques, on peut se le dire. Je crois qu'aujourd'hui, il est évident que toutes les parties prenantes, et y compris les villes comme les communautés d'agglomération, ont la volonté et la volonté farouche d'aller au bout des conventionnements nécessaires pour régulariser la situation. Je tiens quand même à le rappeler, parce que c'est important de le rappeler, et je pense que si je ne le dis pas, d'autres le diront à ma place, mais je tiens quand même à le rappeler, puisque l'engagement du président a été rappelé à la fois à huis clos, à la fois à titre personnel et à la fois par courrier, que sa volonté de régulariser la situation. Je rappelle également que pour la suite du projet BHNS,
il est important qu'on reste sur un objectif qui est de faire des voiries dédiées au transport public. Et plus de façade à façade. Et plus de réaliser des aménagements de cadre de vie sur l'ensemble du territoire. C'est d'ailleurs ce que l'on fait, je prends l'exemple de Cœur de Ville, Cœur de Fench actuellement, puisque il est prévu dans le cadre des projets actuellement en place que chacun paye le juste prix de ce qu'il a dans sa compétence. Et c'est quelque chose qu'on va devoir marquer et acter très clairement pour l'avenir dans chacune des collectivités. Le syndicat de transport est effectivement un syndicat qui est là pour gérer uniquement ce qui correspond au transport public et au transport public au pluriel. Effectivement, on a des choses à prendre par rapport à tout ce qui s'est passé et ça va être maintenant en tout cas une règle qu'en tant que président, je nous fixerai collectivement et évidemment pour l'ensemble du bureau. Voilà ce que je pouvais essayer de répondre à tout ça. Et je ne sais pas si certains veulent prendre la parole en plus de cette intervention pour cette délibération. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui, Madame Schneider. Merci, Président. Je ne vais pas refaire le débat qu'on a déjà fait sur l'audit et sur Thionville. Mais comme M. Angelman tient à le dire en public, je répète ce que j'ai dit la dernière fois. M. Angelman, je reprends ses mots, les 70 millions de ponts pour Thionville. Je vous signale quand même que pour passer de la rive droite à la rive gauche, de la rive gauche à la rive droite de Thionville, pour permettre de respecter le timing, et par exemple un habitant d'Ayange de se rendre à la gare de Thionville, il fallait bien un pont. C'est pas uniquement pour les Thionvillois, un pont qui traverse la Moselle et un pont qui traverse les voies ferrées pour se rendre sur l'autre rive. Voilà, donc Monsieur Angelman, je vous le répéterai toujours, je n'accepte pas vos 70 millions de ponts pour Thionville, pour en majuscule. Voilà. Et il n'y a pas de convention, Thionville n'a pas de facture, mais Thionville s'engage à payer ce que la ville doit payer. Voilà, et, on l'a dit la dernière fois, et il n'y a pas de débat à faire là-dessus. C'est tout. Alors, juste, je me permets quand même de rajouter aussi que la situation est, je pense, inconfortable. Je me permets juste de rappeler aussi que la situation est, pour les élus actuellement en place, la situation est, je pense, inconfortable pour absolument tout le monde. Donc maintenant, la situation, c'est qu'effectivement, comment on tombe d'accord sur la base de factures que nous-mêmes on a encore du mal à recevoir, hein, je le dis puisque ça faisait partie même des débats devant la CADA que la ville d'Ayange nous a demandé de donner des éléments financiers sur des sujets que nous n'avions pas au moment où ils étaient demandés. Maintenant nous arrivons quand même à obtenir des éléments. Les ponts et les ouvrages, effectivement, c'est pas qu'ils sont inutilisables, c'est qu'effectivement, on s'est retrouvé dans la situation, premiers tests qui ont été faits par le délégataire, par acquis de conscience, on s'est tous dit qu'il fallait peut-être faire des tests avant l'ouverture, et aux premiers tests qui ont été réalisés, on se retrouve avec un des ouvrages d'art sur lequel deux bus ne passaient pas. Donc des travaux ont été engagés, les responsabilités sont également posées dans le cadre de cet audit, c'est bien noté dans l'audit. Et croyez bien, en tout cas, ma volonté, parce que je parle de défense de l'institution, ma volonté d'aller au bout des procédures, vis-à-vis notamment des deux principaux responsables quand même en la matière, que sont Aegis d'un côté, notre mandataire, et Mostra, le maître d'œuvre. Parce que chacun a des responsabilités dans l'ordre du contrat et des obligations contractuelles. Et par ailleurs, nous-mêmes, nous sommes peut-être attaquable, hein, et c'est certain que dans une relation contractuelle, il y a de part et d'autre des problématiques. Maintenant, il va falloir, sur ces problématiques-là, qu'on vérifie bien les responsabilités de chacun et qu'on aille au contentieux au moment où on arrive à la fin des contrats. C'est la réalité de ce qui va arriver. Voilà. Donc soyez bien certains que nous irons par rapport à ces deux prestataires du syndicat, que nous irons au bout de la recherche de toutes les responsabilités pour assurer de défendre l'intérêt financier du syndicat, parce que vous imaginez bien, mesdames, messieurs aussi, que les deux prestataires que j'ai cités, eux, vont arriver avec des demandes de rémunération complémentaires longues comme le bras, et eux vont essayer de bien peser nos responsabilités. Donc à nous aussi de peser les responsabilités qui sont les leurs. Alors j'ai vu qu'il y avait une autre main qui s'est levée. Oui, c'est Jean-François.
Ouais, juste pour dire, bon, je faisais partie de l'ancienne équipe, et puis comme lors d'une réunion, on a été un petit peu attaqué, disant qu'on ne faisait pas notre travail, n'est-ce pas, monsieur Angelman. Juste pour vous dire que les ports, hormis le problème qu'on discute avec le bureau d'études, donc l'audit, pardon, qui regarde le problème, les ponts pour Thionville, c'était un indispensable pour faire marcher le transport au quotidien. Il n'y a pas de choix. Pas seulement le BHNS, mais le transport au quotidien. Ça n'a pas été fait pour Thionville, ça a été fait pour l'ensemble du transport sur l'ensemble des 35 communes. Mettez-vous ça dans la tête. Après, les autres histoires, c'est une autre histoire. Mais là, arrêtez de dire n'importe quoi et des mensonges à droite à gauche. Ces ports sont utiles et sont incontournables pour ramener nos voyageurs à la gare sans encombrer le port actuel. Voilà. C'est un choix qui a été fait par les anciens. Ils n'ont rien fait, mais ils ont fait moi des choix là. Ah, c'est comme ça. Et je rappelle qu'on a 2 autres gares qui sont prévues dans le cadre du BHNS revisité. On verra tout à l'heure le plan. Et que ces 2 autres gares méritent le même traitement que la gare de Thionville, je pense à Étanges-Grande et à Uckange, qui vont être maintenant l'une des priorités du syndicat dans le cadre de ce BHNS revisité pour traiter la problématique globale, qui est la question de la mobilité sur un territoire frontalier. Si vous le voulez bien, on peut passer au vote. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Est-ce qu'il y a des oppositions? Le point, oui, sur le transfert. Opposition, abstention, je vous remercie. Convention MOB Emploi. Bernard. Oui, merci Président. Oui, compte tenu des compétences de TEMO en matière de projet de transport, et pour mieux répondre aux besoins de développement de la pratique des modes doux, et en particulier du vélo, TEMO a souhaité prolonger d'1 an le partenariat mené jusqu'à présent entre la ville de Thionville, l'agglomération Porte de France-Thionville et l'association MOB d'Emploi. Dans la perspective de la préservation du tissu associatif local, TEMO a souhaité renouveler son partenariat avec l'association MOB d'Emploi. Sachant que MOB d'Emploi joue un rôle phare dans le déploiement de l'offre de mobilité à l'échelle du territoire communautaire. Que cette association permet également de développer une offre de services adaptée dans un cadre permettant le retour à l'emploi, et ce n'est pas quelque chose d'anodin, de personnes en situation d'insertion. Considérant que pour répondre aux attentes manifestées en matière de déploiement de l'offre vélo sur l'ensemble du territoire, il convient d'apporter à l'association MOB d'Emploi les moyens nécessaires à l'extension de son rayonnement. Sachant enfin de la convention initiale du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 entre TEMO et MOB d'Emploi, une clause de reconduction tacite pour une période d'1 an est prévue. De ce fait, le président propose au comité syndical l'attribution d'une subvention pour un montant de 55 000 € pour l'année 2025. Je précise qu'il s'agit d'une reconduction à l'identique de la subvention accordée l'an passé. Et donc, il est demandé au comité syndical de reconduire donc l'attribution de la subvention de 55 000 € et d'autoriser le président de TEMO à signer tout éventuel document relatif à sa bonne exécution. Voilà, Président. Merci Bernard. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alexandra, point 4, un long combat. Un long combat, effectivement. Vous avez normalement l'avenant numéro 5, la modification qui vous a été posée sur table. Voilà. Donc, compte tenu de l'importance de cet avenant, je vais me permettre, Président, de le détailler un petit peu. Pas trop, ne vous inquiétez pas, mais je vais le détailler un petit peu. Donc, vous rappelez d'abord que le délégataire a organisé depuis le 1er avril 2021 le réseau de transport urbain de voyageurs. La durée de la dite convention a été fixée pour une durée de 4 ans et 9 mois et donc se terminera le 31 décembre 2025. Le contrat a déjà fait l'objet de modifications par l'avenant. 4 avenants au total en 2021, 2022 en février et novembre et en 2023. Il est à préciser que le syndicat mixte des transports, par délibération du 13 septembre 2024, a changé de nom en TEMO Moselle Nord. Alors, la prolongation d'une durée d'1 an est justifiée par des éléments juridiques qui sont nécessaires à cette prorogation et qui la justifient. Donc, la première, c'est la modification statutaire du syndicat. La deuxième, c'est la fusion des 2 communautés d'agglomération qui est prévue au 1er janvier 2026, donc CAVF et Porte de France. La refonte du projet BHNS et l'extension du périmètre et la sortie de la commune de Gandrange. Donc, ces 4 éléments juridiques justifient cet avenant.
Dans le cadre de cet avenant, les mesures suivantes seront mises en place pour l'année 2026. Donc des contributions supplémentaires à la rémunération forfaitaire d'exploitation, un objectif de recette et de valorisation de la billettique, l'engagement de productivité du délégataire et l'utilisation et la gestion de la solution PISAE. Alors, d'abord sur l'avenant. Donc cet avenant prendra effet donc, prend effet le 1er janvier 2025 pour une durée d'1 an jusqu'au 31 décembre 2026. 26, pardon. Oui, 1er janvier 2026 pour une durée d'1 an jusqu'au 31 décembre 2026. Pour 1 an. Voilà, prolongation d'1 an. Ensuite, l'extension du périmètre, un élément aussi important. Donc, l'avenant, il est justifié aussi par cette extension de périmètre qui doit être prise en compte. Donc, d'abord, la communauté de communes PIO Val d'Alzette. Cette communauté d'agglomération cette communauté de communes adhère au TEMO pour les 4 communes suivantes: Rédange, Russange, Audaltiche et Aumesse. Concernant la communauté de communes de Cattenom et environ, donc on a 16 communes qui vont entrer, donc Boust, Béren-les-Sierques, Breistroff-la-Grande, Fixem, Gavis, Rodemack, Haute-Cons, Cons-les-Bains, Berck-sur-Moselle, Roussy-le-Village, Zoufgen, Hagen, Évrange, Mandorf, Puttelange-les-Thionville et Basse-Rheinchen. Sur la communauté de communes Rive-de-Moselle, eh bien, la communauté Rive-de-Moselle se retire du TEMO, entraînant la sortie de la commune de Gandrange. Donc, 3 modifications importantes. Ensuite, sur l'article 3, on parle de la rémunération forfaitaire d'exploitation. Alors, nous avons pris en compte pour l'année 2025 et 2026, et c'est là l'objet de la modification, donc, puisque ça prendra en compte également 2025. Des frais non anticipés dans le contrat et assumés par le délégataire. Dorénavant, ces frais feront l'objet d'une prise en charge par TEMO. Donc d'abord sur l'amélioration et la cartographie du réseau. Point essentiel pour offrir un service plus efficace et adapté aux besoins des usagers. Donc la cartographie permet de visualiser les différentes lignes et zones desservies, facilitant ainsi la planification des trajets et l'organisation des temps de parcours. Donc c'est une somme d'à peu près 65 000 €. La reprise du marketing et de la communication visant à adapter la gestion du service aux attentes des usagers pour 130 000 €. La prise en charge des cartes SIM pour l'année 2025 du système d'aide à l'exploitation de la formation voyageurs PISAE, utilisé pour la communication entre les véhicules et le système central, donc 18 000 €. Et enfin, la prise en charge financière de l'entretien des toilettes autonomes destinées aux chauffeurs de bus nécessitant un entretien régulier afin de garantir leur bon fonctionnement et l'hygiène, donc pour une somme de 39 000 €. Donc vous avez tout le détail ensuite pour l'année 2025. Et dernier point, le recrutement d'un chargé de projet billettique qui soutiendra la mise en œuvre de la modernisation du système billettique. Donc 70 000 €. Ça sera que sur 2026. Voilà, c'est que sur 2026. Donc on a un montant total de 252 000 € hors taxes. Ces montants nouveaux ne seront pas soumis à indexation en 2026. Donc vous avez aussi le détail donc 2026, donc c'est ce que je viens de dire. Donc pour 2026, ce sera un montant total de 322 000 €. Ces montants nouveaux ne seront pas soumis à indexation en 2026. Ensuite, on a des coûts liés à l'extension de l'offre pour 2026. Donc, vous avez le détail du tableau dans le tableau ci-dessous. Donc, la prise en considération des coûts engendrés par l'extension du périmètre en 2026, avec une augmentation de l'enveloppe kilométrique pour intégrer la CCCE et la CCPHVA et pour améliorer l'offre définie. Donc là, cette extension du périmètre, elle a effectivement un coût. Afin de procéder aux évaluations financières, le coût du kilomètre de la DSP en 2024, à hauteur de 4,935 € hors taxe, est pris en référence de calcul. Donc vous avez le détail en dessous. Donc on a un différentiel de 163 416,38 km non parcourus, hors extension du périmètre à compter d'avril et septembre 2025. Voilà. Donc on part en fait avec ce crédit. L'extension du périmètre, donc sur la CCCE, c'est 183 170 km.
Sur la CCCE, prévision kilométrique du TAD, 27 764. Et sur la CCP-HVA, prévision kilométrique du TAD, 34 258, soit une hausse de 243 192 km à prendre en charge par le TEMO en 2026. Ensuite, il y a un renforcement et un aménagement des lignes. Donc, il faut prendre en compte les coûts liés au renforcement et au réaménagement donc, de ces lignes, qui sont détaillées ci-après et qui font partie des annonces importantes qu'il faudra mettre en valeur, je pense, ce soir, Monsieur le Président. Donc, d'abord, pour la ligne S02, donc c'est le passage par les ponts et, la revoyure des cadencements. Le gain estimé est de 39 000 km. Donc, voilà l'intérêt aussi des ponts. Ensuite, la ligne S24, prolongation de la ligne jusqu'au P+R Poitiers à Yutz, surcoût estimé à 40 000 km. La ligne 51, avec un renforcement de l'offre sur Angevillers. Et enfin, la ligne 41, prolongation jusqu'à l'arrêt Maillet à Thionville et revue des cadencements. Voilà. Donc là aussi, on a un total de 81 000 km à prendre en charge par le TEMO en 2026. Je rappelle par exemple que sur la ligne 41, on est quand même dans quelque chose d'important qui nous a été demandé par le lycée notamment professionnel d'Algrange et par le collège, où la ligne 41 va permettre de desservir fortement ces deux établissements et permettre aussi aux Algrangeois de regagner Thionville par le Saint-Michel. Donc c'est quelque chose d'important pour les habitants du Haut-de-Vallée qui est décidé par cette ligne-là. Donc suite à ces modifications d'offres prises en compte en année pleine 2026, l'augmentation des kilomètres au contrat est donc de 160 775,62 km, soit 793 427 € hors taxe. L'augmentation due aux services complémentaires sollicités par le TEMO s'élève donc à 322 000 € hors taxe pour 2026. Donc, en raison de ces nouveaux services et de l'extension de l'offre en contribution complémentaire et à la rémunération forfaitaire d'exploitation en 2026, il est prévu pour un montant de 1 115 427,69 €. Voilà, vous avez le tableau récapitulatif. On a également la billettique pour l'année 2026. Donc l'objectif de recette pour cette année 2026 est à 3 407 988 €, soit une augmentation de 5% par rapport à 2025, compte tenu de l'extension du périmètre. Donc on se dit qu'avec cette extension du périmètre, on a évalué cette augmentation à hauteur de 5%. Une valorisation aussi de la billettique. Donc le syndicat s'engage à ce que toute gratuité soit compensée dans l'objectif de la billettique pour l'année 2026 en dehors de la grille tarifaire du TEMO et à hauteur des montants prévus dans la grille tarifaire du réseau. Donc on est d'accord avec le délégataire sur cet objectif-là. On a aussi un engagement de gain en productivité qui est fait de la part de KTF. Donc, prise en compte des gains de consommation et de maintenance liés à l'arrivée des nouveaux véhicules, le syndicat s'est engagé dans l'acquisition de 27 autocars, 11 véhicules standards et 5 articulés, soit 40 véhicules. Les véhicules seront réceptionnés donc à la fin du mois d'avril 2026. Bon, tout à l'heure, monsieur le Président vous a dit que 5 véhicules étaient déjà arrivés. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est ceux de l'année dernière. Voilà. Il y en aura autant, d'accord. Dans l'éventualité où cette réception serait retardée, le syndicat s'engage à trouver une solution amiable avec le fournisseur. Voilà ce que je peux dire un petit peu sur cet aspect billettique. Et on a encore l'article, je suis perdue. Oui, donc sur l'enveloppe kilométrique, donc elle est recalée. Donc vous avez le tableau ci-dessous. Donc durant l'année 2026, le délégataire s'engage à parcourir un total de 4 754 km dans le cadre de ses obligations liées à cet avenant. Donc ça, c'est l'obligation qui est avancée.
Ensuite, l'utilisation et la gestion de la solution PISAE. Donc, les parties s'engagent à mettre en place une convention d'utilisation du système d'aide à l'exploitation afin d'assurer une gestion optimale des services de transport. Ce système qui permet donc une meilleure gestion en temps réel des trajets, des horaires et des informations destinées aux usagers doit être utilisé conformément aux modalités définies dans la convention. Voilà, donc vous avez l'ensemble de cet avenant et pardon. Voilà, et à l'arrière vous avez également le récapitulatif donc 2026. Je ne sais pas si vous avez des questions, je m'excuse d'avoir été un petit peu longue, mais je pense que c'était important de rappeler les éléments de l'avenant qui ne sont pas, on va dire, sans conséquence. Voilà. Monsieur Erga. Monsieur Erga. Oui, donc j'ai 2 questions et une demande. La première question, au vu de ce qui s'est dit par rapport à ce fameux audit, est-ce qu'on est sûr que juridiquement, on est en capacité de signer un avenant qui fait que tout avenant cumulé, on a une modification substantielle du contrat, puisqu'il y a une augmentation de plus de 10% du montant initial. Ça, c'est ma première question. Est-ce que juridiquement, c'est un avenant qui tient la route par rapport au cumul des différents avenants? La seconde question concerne le fait que les gratuités soient compensées. C'était quelque chose qui n'existait pas dans le contrat initial, qui a été rajouté. Ma question, est-ce que ces compensations s'ajouteront à l'objectif de recette ou est-ce qu'elles viendront en minoration d'objectif de recette? C'est une petite précision que je souhaite avoir par rapport à l'objectif de recette qui est fixé à Keolis 3 Frontières suite à cet avenant. Et enfin, la dernière demande qui est liée à l'adhésion de l'ensemble de la Comcom au syndicat. On a fait beaucoup de réunions, on a fait beaucoup de discussions et je ne peux que regretter que la transparence ne soit pas de mise et que les éléments que nous avons demandés au TEMO ne nous ont toujours pas été transmis. Donc, pour moi, tant que nos services ne sont pas en possession de tous les éléments que nous attendons, ça me pose un problème majeur de relation avec les syndicats. Donc, je réitère et je demande ce soir que le président sollicite et demande à ses services de faire toute la transparence et de répondre à toutes les demandes que M. André pourra bien leur adresser. Merci. Très bien. Alors, sur le dernier sujet, je vais commencer par celui-là. Les services sont présents, ils vous écoutent, ils vous entendent. Je sais qu'il y a eu des réunions, de multiples réunions qui se sont tenues. Je sais que le vice-président à ma droite a fait une réunion. Je sais qu'effectivement, M. Gleiser à ma gauche a fait également plusieurs réunions. Et j'avais cru comprendre, mais j'entends qu'en tout cas, il y a peut-être un hiatus ou un aléa. J'avais cru comprendre que toutes les réponses avaient été données. Moi, je crois aussi qu'il y avait un courrier qui avait été réalisé de mon côté à la CCCE pour rappeler ce qui s'était dit historiquement. Alors, il y avait des réponses à ce courrier fait par la CCCE, mais voilà, je crois qu'il y a un autre courrier qui doit arriver ou qui doit émerger, ou alors il a déjà été signé. Bon, il y a une réunion technique. Donc j'ai tendance à penser que les réunions sont en cours et que toutes les informations seront données pour répondre aux problématiques de l'extension de l'offre, puisque c'est aussi ça le sujet. Il y a la question de Régilis, si je me souviens bien également. Voilà, il y a un certain nombre de sujets qui sont abordés avec la CCE en termes de cadencement, autant que de maintien de l'offre historique que la CCE avait mis en place. Enfin, voilà, il y a plusieurs questions plus ou moins techniques. Je pensais que tous les éléments avaient été donnés, mais en tout cas, on entend votre agacement, on va le dire comme ça, et on va essayer de répondre à cet agacement le plus légitimement possible. Sur les objectifs de recettes, je fais de manière dégressive. Sur les objectifs de recettes, je crois qu'il était important surtout de prendre acte de 2 choses. 1, on étend le périmètre. On ne peut pas dire, même si on est en périmètre rural, et c'est forcément un argument du délégataire, de zone moins dense, donc moins de clients potentiels, donc il est plus difficile de pouvoir valider de la recette. On ne pouvait pas dire, politiquement parlant, en tout cas pour ma part, qu'on étend le périmètre à presque 8% ou 9% en nombre de populations potentielles, et qu'on n'augmente pas l'objectif de billettique. Voilà, il semblait inacceptable sur ce volet-là. Il y avait un deuxième sujet. On va investir beaucoup d'argent, le syndicat, pour avoir de nouveaux bus, de nouveaux systèmes d'information et un nouveau système de billettique. Et dans ce contrat, on doit, si on modernise la billettique, demander aux délégataires d'augmenter la recette de billettique qui va derrière.
Donc, c'est pas noté comme ça forcément dans l'avenant parce qu'on s'est concentré sur la question de l'augmentation du périmètre, mais les deux sujets sont liés. Dernier sujet, la réponse à votre question sur l'avenant. Si on regarde les avenants successifs qui ont eu lieu les dernières années, la question de la hausse par rapport à la réalité du contrat initial nous amène à moins de 10% avec cet avenant. C'est ce que me dit Philippe. Hors vérifié, on vous renverra les informations s'il est nécessaire. Mais effectivement, on reste à moins de 10%. Je pense qu'on se le dit aussi de cette manière, je peux le dire publiquement, même si on est à 10 ou 11%, on n'est pas à 300%. Voilà. On n'est pas à 300% sur un avenant. Et donc je pense que le risque est quand même relativement mesuré par rapport à d'autres contrats qui peuvent aujourd'hui poser débat sur le pourquoi du comment on passe par avenant pour réaliser des relativisations d'appels d'offres, on va dire ça comme ça. Et effectivement, le risque est relativement mince, en sachant malgré tout, on se le dit aussi, qu'au 1er janvier 2027, dans tous les cas, on doit quand même refaire une délégation de service public, et que si l'avenant est financier, il est temporel que d'une année. Et ça, forcément, ça relativise forcément l'enjeu pour d'éventuels concurrents. Juste rajouter effectivement que cet avenant, voilà, on a dû le faire parce qu'effectivement, il y a eu cette extension de périmètre qui était positive pour le syndicat, mais qui ne nous a pas permis de travailler comme on voudrait dans un délai imparti pour travailler la nouvelle DSP. Donc aujourd'hui, je pense que maintenant, le travail qui s'engage à nous et qui est extrêmement important pour le syndicat et pour nous tous, c'est effectivement la nouvelle DSP. Là, il va falloir qu'on soit extrêmement fort, extrêmement rigoureux sur cette nouvelle DSP, parce que c'est la suite du syndicat qui se joue là. Voilà. Donc c'est un avenant aujourd'hui qui permet d'aller jusque 2026, mais qui nous permettra aussi de pouvoir travailler correctement sur la nouvelle DSP. Je me permets, je ne conteste pas du tout la nécessité de faire l'avenant. Mais... Je pose juste la question sur la solidité juridique de la décision passée par avenant dans ce cadre-là. Et ma question ne concernait pas l'objectif de recette, c'est de savoir l'impact de la compensation de la gratuité, qui était un dispositif qui n'existait pas. Est-ce que ça vient est-ce que l'objectif de recette de Keolis reste les mêmes, et en plus on va compenser la gratuité dans les cas où les communes, les intercos, ou alors est-ce que ça viendra minorer l'objectif de résultat de Keolis? Ça vient en fait gonfler la recette de Keolis, donc forcément minorer la pénalité. Il y a deux points qui sont en discussion là-dessus. C'est la gratuité justement qu'on a mis en place sur les primaires et qu'on a maintenu en place sur les primaires sur la CCCE. Donc on valorisera à hauteur de 108 €, ce qui est le coût d'un primaire, les primaires qui seront inscrits sur la CCCE. Et puis il y avait une convention d'ailleurs qui est valable jusqu'à la fin de l'année 2026 avec la ville de Thionville, où la ville de Thionville paye au syndicat directement une compensation financière qui n'avait jamais été prise en compte, alors qu'elle doit l'être, vu que c'est de l'achat de billetterie en fait par convention directement au TEMO. Monsieur Jeanne Bourget, ça arrive. Je constate, Michel, que vous êtes toujours très pointu à la CCCE sur les affaires juridiques. Visiblement, votre service a pas mal travaillé. Bravo, monsieur Odo, il a fait son taf. Je me posais la question en entendant gratuité, bien sûr, hein, c'est un sujet. Les 10% de contrats en plus, c'est un sujet. Et les quelques millions de kilomètres parcourus supplémentaires aussi. L'augmentation de l'offre aussi, mais ça veut dire aussi, d'une certaine manière, que tout le monde devrait aussi collectivement y participer. Je sais que ce que je vais dire, ça va encore me valoir des amis, mais ça veut donc dire aussi que les collectivités devraient payer aussi leur juste prix. Si on est maintenant rendu à 4 800 000 km, c'est très loin des 3 800 000 initiaux du contrat initial. Et donc,
cet équilibre économique aussi devrait être abordé par les parts des collectivités, puisque c'est certainement pas l'utilisateur qui va compenser cette augmentation du service, et c'est certainement pas l'utilisateur qui arrive à financer les lourds investissements qu'il va falloir réaliser pour réaliser ces quasi 1 million de kilomètres supplémentaires. Donc la question reste entière. Est-ce que ça aura un impact sur les parcs communales aussi? Oui, je rappelle effectivement, Alexandre, qu'on est là aujourd'hui. Déjà, premièrement, concernant l'extension du périmètre, je rappelle que notre débat financier qui avait lieu dans le cadre de l'arrivée des nouveaux territoires dans le syndicat, je rappelle que ces territoires, forcément, ramènent du versement mobilité, majoré et effectivement une contribution. Et que l'augmentation de ce périmètre en termes de dépenses qui est intégrée à l'avenant se compense aussi tout simplement par les versements qui sont issus de ces territoires, des contributions qui sont issues de ces territoires. Voilà, ça c'est peut-être un premier rappel pour la question des périmètres tels qu'ils sont. Et je rappelle également que ça faisait partie aussi des discussions financières préalables, de se dire que tout ce qui dépassait financièrement, et ça reste un des enjeux qui sont encore en discussion, que tout ce qui dépassait cette question des versements issus des territoires, qui abondent en versements mobilité d'un côté et en contribution de l'autre côté, et en tout cas pour les premières années, se faisait en supplément par convention avec les collectivités. Ça fait partie des sujets qui avaient été abordés à l'arrivée effectivement de ces collectivités au sein de notre syndicat dans le cadre de l'extension du périmètre. Voilà, donc ça c'est une première base de principe. Après sur les augmentations d'offres de transport, je rappelle aussi que le délégataire actuel ne réalisait pas la totalité des kilomètres qui étaient à réaliser dans le contrat. Donc les extensions de l'offre qui sont proposées sur le périmètre historique se compensent aussi par rapport à ce qui n'était pas réalisé dans le cadre du contrat. Donc en fait, quand tu regardes les plus et les moins, Alexandre, globalement, on ne paye réellement que l'extension du périmètre, qui se compense elle-même par l'augmentation des contributions. Donc cette partie-là se minore, ou en tout cas se neutralise. Après, effectivement, quasiment. Pas à l'euro près, mais quasiment. Et après, une fois qu'on a enlevé ça, le reste, j'en profite quand même pour rappeler que cet avenant permet aussi de régulariser en grande partie des prestations qu'on demandait à notre délégataire de réaliser et qui ne nous avait jamais facturé. Donc ça fait partie d'un certain nombre de choses et de demandes. C'est le premier tableau que vous avez, c'est les 200 ou 300 000 euros au début, qui sont essentiellement des régules, parce que le délégataire a fait beaucoup de missions pour nous. Et au bout d'un moment, c'est bien d'entendre le délégataire nous dire qu'il nous fait un cadeau, mais c'est bien aussi qu'on soit clean, puisqu'on lui a demandé de se concentrer sur les missions qui sont celles du délégataire. C'est à nous d'assurer aussi la revoyure et effectivement de prendre en charge des choses qu'on lui a demandé de réaliser. Alexandre ? Et je crois que M. Erga veut aussi rajouter quelque chose. Oui, mais Michel, je te donnerai la parole, hein, t'inquiète. Je te redonnerai le micro, hein, c'est pas un problème. Mais comme je l'avais dit à huis clos, c'est vrai qu'on ne peut pas suspecter le président actuel de ne pas avoir fait toute la transparence sur le fonctionnement du syndicat. L'audit en est une bonne preuve. En 19 mois, c'est ce qui a été réalisé. On a tous décidé de faire un audit. Pour ma part, ça fait 132 mois que je suis autour de que je siège à ce syndicat. C'est vrai que cet effort de transparence et de clarté sur l'ensemble des coûts et des enjeux, ça a nettement évolué en bien. Donc quand ça va mal, c'est bien de le signaler, merci Fabien, mais quand ça va mieux, c'est bien de le signaler aussi. Merci Alexandre pour cet optimisme. Je crois qu'il y a Michel qui a encore une prise de parole. Courte.
Merci. Oui, Alexandre, effectivement, nos services travaillent et travaillent bien, et j'en suis content. Et ça ne sert que à faire avancer les choses et à discuter de façon constructive sur un certain nombre de sujets et pas du tout être dans l'opposition. Et je pense que tu peux quand même nous rendre justice que, grosso modo, on comprend un peu les questions qu'on pose et on ne fait pas que répéter ce que les services nous ont écrit. Ça, c'est le premier point. Le second point, je suis persuadé qu'on ne fera pas l'économie d'une discussion sur les contributions des collectivités à l'horizon 2027. Pourquoi ? Parce que travailler avec une enveloppe fermée, ça me semble être compliqué. Et il faut qu'on ait aussi une règle par rapport aux demandes des collectivités, par rapport à des services complémentaires ou des services supplémentaires. C'est une réflexion qu'on va devoir avoir, qui n'est pas forcément urgente, mais on n'en fera pas l'économie pour partir sur un nouveau cycle, sur une nouvelle DSP. Et je vais même plus loin, Michel. Il y a les premières années, ça a été la discussion avec le pays au Valadette, par exemple. La demande qui correspondait de manière pure et dure à une enveloppe qui était relativement fermée, liée aux contributions d'un côté, et à un versement, c'était la logique du juste prix à l'arrivée de l'extension du périmètre, pour s'assurer que la logique de solidarité d'un réseau unifié ne pesait pas sur notamment nos augmentations d'impôts. Je parle pour le périmètre Thionville-Fench. À un moment donné, il faut aussi se le dire, il est évident qu'un périmètre doit être unifié. Et ça nécessite une logique de solidarité qu'on doit établir. Mais je crois que c'est tout l'enjeu du pacte de gouvernance qu'on doit encore établir. Je me permets juste, je fais un petit cavalier en disant que le bureau ainsi que les présidents de Comcom et de Comdaglo ont reçu une première ébauche de ces pactes de gouvernance politique et financier. C'est une première ébauche qui n'est pas encore finalisée. Et je pense qu'on a encore quelques mois, je dis bien mois, pas années, avant d'avoir à se positionner sur ce pacte de gouvernance juridique et financier qui, je le rappelle, est de nature contractuelle. Et puisqu'il a vocation, ce pacte de gouvernance, à clarifier ce que l'on fait et ce que l'on ne fait pas, parce qu'on parle de transparence tout à l'heure, et quels moyens financiers et juridiques on met en face. Jean-François. Juste pour faire un complément de tout ce qui a été dit, effectivement, je rejoins tout ce qu'a dit Alexandre. On n'oublie pas, nous, on fait partie aussi des anciens qui sont au SMITU, et on a fait un certain travail pas facile pour maintenir le transport au quotidien à un niveau. Et je tiens quand même à rappeler que l'effort, je le dis ici, il est fait par Port-de-France et Val-de-Fench, je regarde aussi tous mes collègues, ont été très importants pour injecter énormément d'argent sur le transport du quotidien pour qu'on relance. Et on a remarqué que depuis qu'on a relancé cet argent qu'on a mis dedans, on a beaucoup moins de problèmes. On n'a pas résolu tous les problèmes, mais on a une avancée très positive. Donc la participation des collectivités, elle est claire, elle est tout le temps, elle n'est jamais arrêtée. Plus on augmente des kilomètres, plus ça s'arrête au poteau, les collectivités concernées, forcément, doivent être réajustées à ce qu'on voit qu'on dépense. Ça, c'est incontournable. Je regarde Michel, on a passé plusieurs réunions pour travailler justement sur les collectivités, et c'est toujours le Val-de-Fench, je parle pour le nom du Val-de-Fench, où on a toujours été solidaire là-dessus, et solidaire depuis plusieurs années, quelque part. On l'a dit. Mais on a eu faux, puisqu'on s'est forcé à stagner sur un prix. On n'a pas bougé la somme globale. Et c'était une erreur énorme. Et donc, au bout d'un moment, je le dis parce que les sachants ont ouvert les yeux, parce que c'était eux qui devaient donner le feu vert, et on dit, oui, effectivement, pour améliorer le transport au quotidien, il faut remettre de l'argent. Et je tiens à dire, c'est fait pour ça et pas pour le BHNS, comme certains le disent. C'est vraiment pour le transport au quotidien. Qu'on l'écrive, c'est clair. Et on avance dans le bon sens. Voilà. Merci, monsieur le vice-président. Si vous le voulez, on peut passer au vote pour cet avenant. Est-ce qu'il y a donc des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie et on remercie le travail, puisque cet avenant a été un combat avec notre partenaire. Et je pense qu'il est juste et équilibré. Si vous le voulez, je pose la question comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont, sur les 3 PV qui sont proposés, des questions ou des commentaires? Non. Est-ce qu'on peut voter tous ensemble? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 9 que vous avez, ce sont des décisions prises. Donc vous avez à les lire. S'il y avait des commentaires, n'hésitez pas. Dont acte en théorie de ces décisions. Et je vais laisser la parole à M. Tacconi pour le point 8. C'est un avis du comité syndical sur le financement du CERM.
Mesdames... Non, mais je lance le sujet. Je lance le sujet et j'entame ensuite. Voilà. Je sais que tu le maîtrises tout aussi bien, voire mieux. Nous devons effectivement rendre un avis, très chers collègues, sur le financement du CERM. Alors le CERM, qu'est-ce que c'est, hein, le schéma express régional métropolitain, avec une grande question autour de la couverture et de la manière dont on va venir financer les investissements qui sont censés y être portés au regard en fait des infrastructures nécessaires de transport et des modalités de transport dans le cadre de nos relations et flux transfrontaliers. Il existe plusieurs scénarios avec un degré d'engagement et des investissements croissants. Vous avez les éléments qui font de l'offre minimale, qui est un périmètre d'interopérabilité, ça fait un certain flux, pour ne pas dire un certain flou. Conserver les TER semi-directs, proposer une offre TER complémentaire sur une amplitude horaire, on va dire, plus large que l'offre commerciale actuelle. Développer en périphérie des agglos, par exemple Ucange, Pompée-Peltre, des soutiens au pôle actuel, structurer le réseau BHNS de Thionville et les itinéraires cyclables. Grosso modo, et ensuite je laisserai le président détailler, le scénario qui est soutenu par le TEMO et le scénario 3, et vous en avez présentation à la suite. Je pense que pour la partie synthétique, oui, on a ce qu'il faut. C'est très bien, merci, merci Monsieur le Vice-président. Peut-être juste pour résumer, effectivement, les enjeux, on a un CERM, Service Express Régional Métropolitain, on en parle régulièrement à chaque fois, sur lequel nos territoires, nos présidents de PCI et le syndicat s'est déjà positionné sur les scénarios qui pourraient nous permettre de développer l'offre de mobilité, qui est en plein milieu de son montage juridico-financier. Pour rappel, c'est un élément qui n'est pas forcément connu en tant que tel du grand public, mais je le donne quand même. Le CERM scénario 3 est estimé entre 10 et 15 milliards d'euros. Entre 10 et 15 milliards d'euros. C'est donc le coût de l'ensemble des projets qui seraient nécessaires de réaliser entre Nancy et la frontière luxembourgeoise pour répondre à l'ensemble des exigences de ce scénario 3 proposé par l'ingénierie collective de la région, du SGAR, donc du secrétaire général, enfin de l'État, du Luxembourg dans le cadre du SMOT, et donc de l'ensemble des parties prenantes et de nos territoires, les deux métropoles et le TEMO pour la Moselle Nord. Une fois qu'on a dit ça, la question c'est comment financer un tel investissement, en sachant qu'effectivement il y a des enjeux connus et reconnus. On nous parle régulièrement de la question du protocole d'accord de 2018 qui avait été signé par les deux gouvernements dans le cadre de la CIG pour amener un certain nombre de développements sur l'offre ferroviaire actuelle du sillon mosellan. Et il y a effectivement toutes les autres questions qui se posent sur le développement des cars à haut niveau de service d'un côté, de l'évolution des offres ferroviaires, de développement des haltes ferroviaires nouvelles qui pourraient mailler notre territoire sur quasiment tous les territoires qui sont partie prenante du syndicat, mais pas que. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous parlons le TEMO pour, globalement, à l'échelle du CERM, pour notre territoire dans le nouveau périmètre, mais presque pas que. Puisque, effectivement, on nous interroge sur des questionnements qui sont au-delà, quasiment jusqu'au Bouzonvillois. Et donc, le montage juridique tel qu'il est proposé, c'est la création d'une société des grands projets, société des grands projets comme la société des grands projets du Grand Paris, qui serait un peu l'outil pour pouvoir réaliser le mode de financement, soit en subventionnement, soit par subventionnement des collectivités, soit par une maîtrise d'ouvrage déléguée des territoires. Je rappelle qu'il y a de nombreux interlocuteurs autorités de mobilité, soit effectivement c'est nos autorités de mobilité comme le syndicat, soit c'est la région qui a la compétence sur le ferroviaire, soit c'est la SNCF, soit c'est l'État.
Et donc, effectivement, cette Société des grands projets aurait des dispositifs plus ou moins importants, notamment des outils d'endettement exceptionnels, par exemple des endettements potentiels qui pourraient être faits sur 80 ans auprès de la Caisse des dépôts et de consignation. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres d'outils exceptionnels d'endettement pour pouvoir lisser l'enjeu de ces outils de mobilité à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres sur le territoire. Et pour ça, il faut aussi des contributions directes. Et pour ces contributions directes, on doit donner aujourd'hui un avis, parce qu'il faut aller vite. Je ne vous cache pas que c'est d'ailleurs très désagréable pour tout le monde, parce qu'on doit se positionner avant la fin juillet sur d'éventuels outils de fiscalité qui pourraient toucher notre territoire, parce qu'effectivement, ce sera au législateur derrière de se positionner à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la loi de finances, sur ces modifications de contribution pour abonder les sociétés du grand projet à l'échelle nationale. Donc on nous demande notre avis pour contribuer à l'échelle nationale à cette contribution d'une conférence nationale de la mobilité qui a lieu actuellement et qui doit finir et clôturer ses avis fin juillet, qui abondera la loi de finances et derrière qui pourront s'appliquer soit sur l'ensemble du territoire de Lorraine-Luxembourg, soit sur un seul des territoires de Lorraine-Luxembourg. C'est-à-dire que ça peut être le territoire thionvillois ou l'ensemble du territoire de Nancy, de la métropole du Grand Nancy, de la métropole de Metz et du territoire Nord-Moselle. Vous comprenez, le montage est un peu laborieux, je suis désolé pour ceux qui découvrent le sujet, mais on doit donner un avis sur les différents outils de fiscalité qui pourraient être mobilisés par la région, par l'État, par évidemment nous-mêmes. C'est pour ça que vous avez dans la délibération du point 8 un avis général qui est confié, qui est une proposition qui vous est réalisée. À cela, il est effectivement rajouté une proposition de courrier, un courrier, pardon, qu'on a réalisé en commun accord avec François Grosdidier, lui au nom de la métropole, pour que l'on s'harmonise sur le territoire mosellan et qu'on ait le même avis sur le territoire mosellan sur cet avis concernant les outils de fiscalité à réaliser, mais également, je vais même au-delà de la question des outils de fiscalité, sur l'avis que l'on va donner à Franck Leroy. Premièrement, rappelant que c'est quand même très désagréable de devoir aller très vite sur un sujet aussi structurant, de rappeler qu'il est hors de question que ce qui était convenu entre les deux gouvernements français et luxembourgeois en 2018 soit financé aujourd'hui par de l'impôt local ou de l'impôt tiré de notre territoire à la place de l'État français qui s'était engagé en 2018. Donc ça, c'était effectivement un des sujets structurants de ce courrier qui a été signé. Et de rappeler évidemment que si jamais on doit accélérer les outils de fiscalité, ils ne doivent servir qu'à permettre l'accélération de ces nouveaux sujets de mobilité en dehors du sillon. C'est-à-dire notamment tout ce qui n'est pas dans le barreau ferroviaire entre Nancy, Metz et la frontière luxembourgeoise, Thionville et la frontière luxembourgeoise. Voilà globalement, si je peux résumer dans les grandes lignes, ce qui est le contenu de ce courrier et les avis. Je rappelle évidemment que l'avis qui vous est proposé a été évidemment donné pour avis aussi aux présidents de PCI qui n'ont pas fait de remarques à l'égard de cet avis. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet très dense? Pas de questions. Monsieur Bord. Merci, Président. Juste une question pour ma gouverne personnelle. Est-ce que l'A31 fait partie de ce schéma de financement? Non. Non? Non, il n'est pas mentionné dans le cadre du CERM, dans le cadre des financements, puisque l'A31 n'amène pas d'argent de l'État, puisqu'il est prévu en concession complète aujourd'hui. Oui, ça c'est le projet A31 bis. Ah, vous parlez de l'A31, ah bah oui. l'actuel A31. Bah oui, l'actuel A31, puisque ça fait partie des dépenses d'aménagement qui vont devoir avoir lieu, puisque c'est la région qui a repris la compétence de cet axe-là. Je ne parle pas à la place des conseillers régionaux, mais me semble-t-il, l'A31 et les renouvellements des tapis de chaussée de l'A31, de l'entretien de l'A31, est prévu à travers l'éco-contribution poids lourd dans le modèle économique. Et donc aujourd'hui, l'A31 est en compétence régionale, la région en a fait sa responsabilité en tant que maître d'ouvrage. D'accord, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je rappelle un des éléments principaux quand même, puisque voilà, je n'aimerais pas que les propos soient mal compris, puisque tout est filmé. Il est très clairement établi dans ce projet de délibération un refus clair de toute augmentation d'une taxe spéciale d'équipement supplémentaire qui pourrait amener à une taxe foncière, une CFE ou une CVAE supplémentaire sur le territoire. C'est d'ailleurs le seul sujet principal d'opposition dans l'ensemble des taxations proposées par la boîte à outils, puisqu'on peut appeler ça comme ça, c'est une forme de boîte à outils fiscale proposée par l'ingénierie commune de Bercy et de la région. Il est très clair aujourd'hui, en tout cas c'est un refus marqué d'une instauration d'une taxe spéciale d'équipement qui amènerait de fait un taux fixe de 2,3% sur la taxe locale, taxe foncière locale, sur l'ensemble du périmètre. Donc voilà, c'est quand même important à évoquer au moment où on parle de taxation, parce qu'on sait que le contribuable local est déjà possiblement en cette période fortement appelé à contribution par les communes, voire par les EPCI, vu qu'on a toutes et tous les collectivités plus d'autres moyens que l'outil de fiscalité de la taxe foncière quand on a des problématiques financières. Pas d'autres questions? C'est un avis, donc il faut donner un avis. Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention, donc avec une procuration, je pense, c'est ça? Voilà, donc 2 abstentions. Et je vous remercie pour cette majorité pour ce sujet si important et cet avis si important. Le point 9, c'est donc les décisions, comme évoqué tout à l'heure. Nous avons des points pour information. La première, c'est la création d'un emploi non permanent pour faire face aux besoins liés à un accroissement temporaire d'activité, qui est passé en bureau syndical. Je ne sais pas si ça pose débat ou question. Vous avez eu la délibération. Est-ce qu'on peut passer acte? On peut prendre acte, pardon. Pareil pour la création de postes et modification du tableau des effectifs. Ça pose des questions ou des débats? Non. On prend acte. L'adhésion au syndicat au CEREMA. Rappel besoin de réaliser des études et notamment il était important de pouvoir utiliser l'expertise du CEREMA. Aujourd'hui, je vous confie, vous savez qu'on pose beaucoup de questions autour de la gestion et de la mise en œuvre et l'accélération de la mise en œuvre des P+R, des parkings relais sur notre territoire et des parkings de covoiturage. Et donc je vous informe que plutôt que de passer par un cabinet, un bureau d'études pour faire ces études, on profite de l'adhésion au CEREMA pour déjà leur demander et leur commander une étude concernant la mise en œuvre et l'opportunité de la mise en œuvre et de la gestion de ces parkings relais et de covoiturage au CEREMA. Voilà. Donc c'est une information qui est liée à cette adhésion. L'enjeu est quand même assez faible. C'est une contribution annuelle de 2 000 €. C'est bien moins cher que n'importe quelle étude auprès d'un cabinet quelconque. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Le projet de renouvellement de la billettique pour la société Cuba et Instant System. Et ensuite, M. Schultz aura vocation à nous présenter le BHNS revisité. Ce sont 2 points un peu d'information importants. Politiquement parlant, première chose, sur la billettique, je tenais à vous faire savoir, alors il y a une présentation ou c'est... Non. Vous faire savoir qu'il y a un certain nombre de documents qui ont été déjà envoyés concernant l'arrivée et le renouvellement du système de billettique. Rappeler l'intention qui était marquée lors du budget. Au budget, on avait très clairement annoncé la couleur. On veut un système qui est moderne, déjà qui renouvelle notre système actuel, puisque notre système, on se le dit, était pas loin d'être HS. Donc il y avait un enjeu de renouvellement. Et quitte à renouveler, autant renouveler avec un intérêt et un enjeu, c'était d'assurer ce qu'on appelle l'open payment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart et la majorité des tickets uniques réalisés sur le réseau pourront se faire aujourd'hui avec une carte bleue, avec Apple Pay, avec Samsung Pay, avec toutes les marques qui proposent ce type de paiement par l'intermédiaire des smartphones, la possibilité d'utiliser évidemment
la carte bleue pour pouvoir le réaliser, de limiter au maximum, sans interdire, de limiter au maximum l'interaction avec le chauffeur pour le paiement à l'intérieur des bus. Se met également à côté de ce système de billettique la mise en place à travers Instant System, qui est un système d'agrégation des données qui permettra la réalisation d'une application, qui sera une application unique permettant de pouvoir réaliser à la fois l'information voyageur, la navigation sur le réseau et également la billettique en ligne qui sera possible par l'intermédiaire de l'application, à la fois pour les abonnements et à la fois pour les tickets uniques. Donc on fait le package complet qui sera disponible à travers ce partenariat entre Cuba et Instant System. Le projet est un projet complexe qui prend du temps. On est sur une mise en œuvre, alors je vais laisser Philippe peut-être nous rappeler. Fin février 2026 pour la réalisation de l'ensemble de ce système de billettique internalisé et qui permettra d'avoir une petite révolution sur notre réseau sur la gestion de notre système de billettique. Je rappelle, je pense qu'on peut parler en tant qu'usager lambda, que notre système est quand même bien compliqué pour un usager unique du réseau de transport, puisqu'il y a ce système de carte obligatoire à obtenir au préalable, qui effectivement peut fonctionner pour des captifs, des gens qui n'ont pas le choix que de prendre le bus et qui ont l'habitude de prendre notre réseau. Pour le jeune qui se pose la question de savoir s'il va marcher, s'il prend le bus ou s'il va appeler papa ou maman, rien que de lui dire qu'il doit déjà acheter sa carte de bus et qu'elle va coûter un supplément, et ben ça peut être très compliqué, ça peut être très douloureux pour être attractif sur notre réseau de transport. Et donc l'enjeu de cet open payment, c'est véritablement d'aller chercher ce public occasionnel, très occasionnel, qui se pose la question de l'avantage compétitif très pragmatique de son mode de transport quand il arrive, par exemple, à une quelconque des gares et qui se pose la question de rappeler papa-maman ou papi-mamie et d'aller prendre le bus qui est disponible à l'arrêt de bus. Voilà. C'est un exemple parmi d'autres dans la vie du quotidien, mais c'est un enjeu hyper concret de notre réseau. Voilà les enjeux de Cuba. Je ne sais pas si sur cette présentation, déjà au premier abord, plutôt politique, il y a des questions techniques. Vous avez eu normalement l'ensemble des documents. Et on peut peut-être présenter, alors s'il n'y a pas de questions, pas de commentaires sur Cuba et Instant System, on peut aller sur la carte du BHNS revisité et de l'aménagement de la gare du Cange. Peut-être rappeler qu'à travers ce tracé prend acte de plusieurs choses, et après je laisse Laurent parler, prend acte de plusieurs choses, il prend acte du CERM. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des haltes ferroviaires qui n'existent pas, qui ont vocation à être intégrées dans ce schéma, puisqu'on anticipe le CERM et les débats sur d'éventuelles nouvelles haltes ferroviaires. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet concernant ce tracé qui est proposé, concernant le BHNS revisité, c'est qu'il méritera d'autres cartographies avec des temporalités et ce que l'on appelle des TCSP ou pas des TCSP. Je sais que ça anime beaucoup le débat, notamment sur les réseaux sociaux et notamment des associations d'usagers qui jouent sur ce que c'est qu'un BHNS et ce qui n'est pas un BHNS, ce qui est un TCSP et qui ne l'est pas. Et je pense qu'effectivement, ça méritera une deuxième cartographie plus précise, sur les temporalités de quand est-ce qu'on a vocation à réaliser ce projet de BHNS, et de l'autre côté, le degré de transport en site propre qui sera présenté et qui sera intégré dans le cadre de ce schéma qui est un schéma global autour d'un bus au niveau de service. Je te laisse Laurent présenter le reste. Merci Alexandre. Merci Monsieur le Président. Moi je ne l'aurais pas appelé BHNS revisité, je l'aurais appelé BHNS optimisé, puisque dans le projet qu'on essaye de travailler, optimisé à plusieurs sens, notamment sur son coût d'investissement, mais aussi sur la zone de chalandise et nombre d'usagers qui pourront être amenés à utiliser ce BHNS. Donc autrefois, il y avait deux lignes, la ligne verte, la ligne rouge. La première, la ligne verte qui faisait Médecins jusqu'à Bassam, et la ligne rouge qui faisait Hayange jusqu'à Yutz.
Aujourd'hui, comme l'a dit le président, on s'oriente sur un réseau en étoile pour alimenter et desservir les gares de Thionville, bien naturellement, mais aussi les gares de Ucange et d'Étanges, et aussi, pourquoi pas, derrière les haltes ferroviaires à la fois Florange, Jutz, et améliorer l'accès de la gare d'Hayange. Donc ce projet, c'est aussi créer des connexions multimodales afin de favoriser les déplacements en mode doux. Et sur ce projet, qui était ambitieux auparavant à hauteur de 290 millions d'euros, vous l'avez rappelé, M. Angelman, en préambule de ce conseil syndical, on l'a ciblé, on l'a estimé à entre 170 et 180 millions d'euros, excepté les travaux qui seraient nécessaires pour aller jusqu'à Étanges. Donc grosso modo, la ligne, je vais commencer à parler du P+R de Médecins jusqu'à la ligne Bassam. Première chose, on s'oriente vers une destination, un terminus de la ligne au niveau de la base nautique de Bassam, chose qui n'était pas prévue initialement, de telle sorte à pouvoir faciliter les déplacements entre Thionville et la base nautique. Et on voit aujourd'hui à tel point c'est compliqué lorsque la piscine de Thionville est fermée et pour les Thionvillois aller à la piscine de Bassam. Concernant cette ligne aussi, ce qui est important de dire, et là ça va répondre à M. Angelman sur la temporalité, je vous annonce quand même que on l'a déjà annoncé, mais c'est mieux de le redire, que les ponts seront mis en service pour la rentrée scolaire de 2025, donc très prochainement. On a encore quelques travaux à réaliser, mais vous inquiétez pas, tout ira bien. Et les deux ponts, à la fois Konrad Adenauer et le pont Alcide de Gasperi, seront opérationnels, et on pourra utiliser aussi la rue Jean Monnet qui a été construite et terminée entre ces deux ponts. Ça, c'est pour l'aspect temporel au niveau de ces deux ponts-là. Après, derrière, s'en suivra une connexion en site propre sur la rue Henri Becquerel à Yutz pour permettre aussi aux bus de rouler en site propre sur une voie qui est aujourd'hui un peu encombrée aux heures de pointe. Ensuite, sur cette ligne-là, on continue les études sur l'espace, sur la zone Corps-Montaigne, avec les deux municipalités, à la fois celle de Yutz et à la fois celle de Thionville. Voilà ce que je pouvais en dire sur cette ligne. En 2025-2026, on commence les travaux sur Cérémange et Florange. Ces travaux-là devraient démarrer très prochainement, vers la fin août, et devraient se terminer début 2026, où on aura déjà les premières voiries alimentant le BHNS, avec les premiers tracés, les premiers passages facilités pour le bus sur différents carrefours et aménagements routiers. Ce que je pouvais vous dire d'autre, l'objectif aussi, c'est en troisième lieu, il y aura le dépôt. Ça, on n'en parle pas, mais il y a toujours ce dépôt à Florange qui est prévu. On a commencé à travailler sur le lancement de la maîtrise d'œuvre. Grosso modo, les premiers coups de pelle devraient être donnés à la fin 2025 pour un dépôt opérationnel, on espère, 2028. Et bien évidemment, avec ce dépôt-là, une capacité d'environ, on l'estime aujourd'hui à 140-150 bus, avec un budget à 15 millions d'euros. Je vous rappelle aussi que le budget initial qui était prévu, les appels d'offres qui avaient été finalisés auparavant, les premiers appels d'offres étaient à 32 millions d'euros. Donc on a revu aussi le cahier des charges au niveau de ce dépôt de bus-là. Une fois que le dépôt de bus est construit, on pourra à ce moment-là utiliser des bus à motorisation propre, puisque sans dépôt, aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser par exemple des bus électriques. On ne saurait pas les recharger. Et enfin, les quatrièmes points, c'est sur les connexions stratégiques Étanges-Grande et Ucange. On travaille avec les deux maires et les communautés d'agglomération respectives en copil pour, à échéance 2030 en tout cas sur Étanges-Grande, pour desservir la gare en BHNS, la gare d'Étanges-Grande, en faisant un tracé qui fait Thionville-Étanges-Grande. Deux solutions à cela. Vous le voyez, il y a le pointillé, le petit pointillé qui permettrait d'alimenter Étanges en traversant Étanges, mais là, vu le trafic, c'est un peu compliqué. Donc on essaye d'imaginer une solution qui contournerait Étanges et qui permettrait de faire une gare biface sur Étanges-Grande. Et enfin, Ucange, qui serait aussi la troisième gare qui serait alimentée par ce réseau BHNS, prolongation d'une ligne qui ferait Florange-Ucange. L'objectif, c'est d'alimenter et de desservir la gare d'Ucange de façon importante avec un cadencement digne d'un BHNS.
donc une connexion rapide de la gare du Canche par l'AD 952. Voilà ce qu'on pouvait en dire. Merci, merci Laurent. Je pense qu'il est important aussi de rappeler que dans cette projection, alors deux choses. Premièrement, il y a beaucoup de travaux qui sont à réaliser dans le cadre de ce projet, qui se feront à moyen, long terme ou à court terme, en accord avec les collectivités, avec les communes, pour aller au plus vite et au plus rapide, peut-être en maîtrise d'ouvrage déléguée. Je pense effectivement, ou en conventionnement direct avec les communes. Je pense directement, par exemple, à la ville de Terreville, où la traversée de Terreville est plus rapide si on le confie ou on le laisse gérer et par conventionnement avec la commune, mais simplement pour réaliser non pas l'amélioration du cadre de vie de la commune, mais pour rester véritablement sur l'aménagement des quais, puisque c'est l'aménagement des quais. Ça pourrait être le cas éventuellement sur Florange, c'est le cas avec Cérémange et alors là de manière inversée, dans le cadre de Cœur de Fench, où il y a un accord financier et un deal financier avec l'AGLO par convention qui est réalisé. Et donc l'accélération du plan du BHNS, contrairement à ce qu'on peut entendre et lire parfois comme absurdité, le BHNS va aller vite. Sur la plupart des sujets, le BHNS va aller relativement vite. Il reste l'aménagement de certains axes stratégiques. Il restait le passage, et vous voyez le passage de Yutz qui est proposé ici, et donc effectivement, il restera à voir dans cette traversée yussoise les aménagements à réaliser, mais je me permets de dire qu'à travers les copiles, on a un certain nombre d'aménagements qui vous seront proposés dès 2025-2026 pour accélérer ce passage et cette traversée yussoise, et qui ne vont pas coûter extrêmement cher. Par rapport au projet tel qu'il était envisagé au départ. Il restera la traversée de Thionville, qui restera le nœud principal, mais où je me permets de rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure. La traversée de Thionville ne se fera pas de façade à façade, en tout cas ça ne sera pas la charge du syndicat. Nous, on prendra en charge uniquement les aménagements du TCSP. Et donc effectivement, ça coûtera beaucoup moins cher que le projet tel qu'il était conçu au départ. Il restera à trouver le conventionnement à organiser et à gérer pour pouvoir l'aménager. C'est ce qui a été rappelé lors des copiles. Derrière, effectivement, donc l'ambition, et monsieur le maire, on en parlait pour la gare routière d'Ayange et la question des terrains, l'ambition hors la question Étanges-Grande qui reste un contournement compliqué à organiser, parce que administrativement parlant, on est en bordure de forêt, enfin voilà, il y a un certain nombre d'aléas qui peuvent se poser. Mais l'enjeu, c'est que ce projet du BHNS tel qu'il est proposé puisse se réaliser pour la fin du dépôt. On parlait de 2028. Moi, si j'ai un engagement à prendre, si j'enlève Étanges-Grande et la complexité du contournement à organiser, c'est bien de se dire que 2028, fin 2028, le BHNS revisité, en tout cas le BHNS tel que proposé, puisse être fini. Voilà. Je pense que ça permet de clarifier les enjeux temporels. Ça clarifie les intentions de là où on se positionne en termes de syndicats par rapport aux enjeux de mobilité. Et le vice-président a rappelé l'enjeu de l'enveloppe budgétaire telle qu'elle mérite d'exister. On parle de 170 millions d'euros, c'est ce que tu as rappelé. Oui, c'est ça. Mobilité achetée comprise. Il nous restera maintenant les temporalités détaillées, ville par ville, qui seront à négocier aussi avec les communes, parce qu'on ne pourra pas faire des travaux sans l'accord évidemment des maires, sans l'accord du département, sans l'accord des parties prenantes à l'ensemble de ces sujets. Et il nous restera, je vais presque oublier le PEM de Metsange, qui faisait partie de cette ancienne ligne verte, sur lequel il y a encore un aléa, une discussion qu'on discute dans le cadre du COPIL. C'est la question de savoir si on rajoute à la liaison vers Metsange Bel-Air, et est-ce qu'on revoit la ligne verte telle qu'elle a été conçue pour rajouter en termes d'arrêt, en sachant que ça pose des complexités techniques, mais techniquement c'est compliqué, mais ça reste un des sujets qui est encore discuté, pour rajouter Bel-Air à cette ancienne ligne verte pour rejoindre le PEM de Metsange. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je pouvais rappeler dans les grandes lignes, en plus de ce que Laurent a rappelé lui-même. Simplement, Rémi, pour répondre aussi, parce qu'on entend beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies sur les réseaux sociaux, on les lit en tout cas. S'agissant de la ligne qui fait Metsange-Yutz, par exemple, on sait aujourd'hui qu'on a un minima 30% de voies propres sur cette ligne-là. Donc le BHNS, c'est pas que des voies qui ne sont... le BHNS ne circulera pas que sur des voies qui sont dites aujourd'hui classiques.
Donc voilà, chaussée d'Afrique notamment, avenue de la Libération, chaussée d'Asie sur Thionville, il y a pas mal de voies qui seront dédiées spécifiquement au BHNS. Et on finit simplement pour vous montrer qu'on parlait du Cange, la base de principe. Si on parle de BHNS et du Cange, la base de principe, c'est déjà de pouvoir ramener des bus à la gare du Cange, puisqu'aujourd'hui, c'est pas le vice-président Val-de-Fench, adjoint au maire du Cange, qui me contredira, et vice-président ici, qui me contredira. La principale difficulté aujourd'hui de cette gare, c'est qu'elle n'était pas accessible en bus du tout, en termes d'aménagement de voirie. Simplement pour vous donner cette information que dans le cadre de nos discussions, dans le COPIL avec la gare du Cange, avec la ville du Cange autour de la gare, on a convenu d'un aménagement qui va avoir lieu durant l'été, un investissement qui coûtera 200 000 euros pour le syndicat et qui pourra permettre d'avoir des bus à la gare du Cange dès le mois de septembre. Ce qui nous permet de rentrer dans le schéma de mobilité du Val-de-Fench autour de l'aménagement de la gare. Alexandre ? Alors, il nous faut un micro. Non, je le faisais marcher encore un petit peu. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que on peut se féliciter d'avoir enfin des interconnexions qui vont être à la hauteur de nos ambitions de mobilité, puisque la gare du Cange, elle était un petit peu hors... c'était un trou dans la raquette. C'est vrai que quand on voit l'aménagement qui est proposé, j'espère que les 200 000 euros prévoient une chaussée bien adaptée à la gération des bus, même articulée, parce que c'est quelque chose de terrible pour les voiries, et à cet endroit-là, que je connais assez, que Jean-François connaît encore mieux que moi, je pense qu'il faut être très très vigilant. En tout cas, je tenais à souligner le travail d'évolution du vice-président en charge du tracé, et de reconnaître que la ville de Yutz méritait d'avoir le tracé qu'elle souhaitait, et que peut-être dans un autre comité syndical, dans une autre date, peut-être que je m'étais trompé, et je tenais à le souligner à Madame le maire. En tout cas, je me félicite que l'on prenne comme base de travail les futures haltes ferroviaires comme étant des pôles d'échange. Et pour revenir sur le premier sujet qui nous a fait travailler aujourd'hui, c'est vrai que dans ces haltes ferroviaires, on pourrait aussi envisager une billettique pour nos usagers, puisque ce sera des pôles quelque part multimodaux. Donc on peut envisager à la fois un parking, du train, du bus, et peut-être quelque chose qui gare les vélos. En tout cas, c'est les trottinettes si tu veux. Mais en tout cas, je remarque qu'avec un minimum d'études bien ciblées, pas trop dispendieux, on arrive à des prouesses de passer de 32 à 15 millions pour un dépôt, de passer sur un projet voilà, comme tu l'as dit, je ne l'ai pas entendu, mais 295, voilà. Donc c'est vrai que si on arrive avec toutes les études qu'on a déjà fait à réduire la voilure, et grâce à l'expérience que l'on a déjà vécue, je pense que ce sera une bonne partie de jouer. Et c'est vrai que, à titre personnel, mais ça c'est parce que je suis là depuis 132 mois, donc j'ai entendu certaines réunions où on faisait des aménagements de façade à façade. C'est vrai que ça m'avait, à ce moment-là, ça m'avait légèrement choqué, puisque nous ne sommes en charge que de la voirie du bus, et non pas de l'aménagement global des villes, quelles qu'elles soient. Et en tout cas, moi je me félicite que l'on comprenne que aller à l'hôpital, aller aux gares, aller aux haltes ferroviaires, aller au parking, ça devient des éléments clés de mobilité. En tout cas, il faut que ça soit des pôles d'échange. En tout cas, je me félicite de cette avancée. Et Clémence, je pense que j'ai tenu ma parole. Voilà.
vous pourrez en discuter après, quand on aura fini le point, cher Alexandre. Et simplement pour te rassurer sur le fait que le passage notamment des articulés a fait évidemment partie des discussions et nécessite justement la suppression de quelques places de parking qui ont été discutées avec monsieur le maire, justement parce que sinon dans la giration, il y avait quelques aléas. Tu imagines bien qu'on est très attentif aux girations et qu'il y a une discussion qu'on doit avoir avec, Sylvain n'est pas là, mais avec SNCF, je crois, parce qu'il y a un tout petit bout de terrain peut-être qui mériterait d'être intégré pour assurer une parfaite giration à l'issue. Bon courage, Monsieur le Président. Merci. D'autres questions, d'autres commentaires, messieurs, dames? Oui, Jean-François. Donc, effectivement, pour la gare du Cange, c'est une très bonne chose. C'est surtout une très bonne chose pour les Ucangeois, dans la mesure où, comme Étanges Grande, comme Hayange, on souffre énormément justement des voitures qui s'accumulent dans les parkings et on n'arrive plus à gérer. En l'occurrence, la ville du Cange, on est en bleu, tout autour en bleu, et on remonte jusque dans les quartiers pour mettre en bleu. On n'en s'en sort plus. Juste aussi pour dire que c'est très important d'avoir travaillé et modifié et puis ramené ce BHNS à la gare du Cange par Florange et par Famec pour éviter justement que les personnes prennent leur voiture et prennent le train. Et d'autant plus important, c'est qu'il y a aussi dans l'avenir l'augmentation de capacité de cette gare, où on y travaille énormément aussi, de parler d'un parking silo, comme il y a à Thionville. Et aujourd'hui, on constate quand même que sur Thionville, les gens préfèrent monter en amont, parce que déjà à Thionville, c'est déjà bien saturé. Et donc, ils ont une préférence de venir sur Ucange, parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent encore monter dans le train. Et souvent, fois, quand on est à Thionville, c'est déjà de la grosse bousculade. Donc, on a un travail à faire tous ensemble sur ces projets-là. Je parle des Tanges Grandes aussi, bien entendu. Mais c'est une très bonne chose pour la ville du Cange. Et bon, j'espère que les gens prendront aussi ces transports. Donc, c'est aussi un travail de com à faire énormément, quoi. Voilà. Et rappeler par ailleurs, et je passe la parole, si on peut aller lui donner un micro, rappeler aussi que 60% du trafic de la gare du Cange vient des habitants de Florange, de Famec et du Cange. Et on pourrait rajouter Guénange dans le calcul, mais ce qui prouve la nécessité de trouver une solution en transport en commun pour éviter les 900 véhicules garés n'importe où dans la ville du Cange. Madame le maire. Merci, Président. Je viens de voir ce projet revisité avec une esquisse sur le transfert Thionville-Étanges, ce qui est une très bonne chose. Ça, je dis que c'est vraiment un beau projet. Simplement, je réitère pour la xème fois, deux tracés sont aujourd'hui proposés. Je veux dire, il y a quelqu'un qui a travaillé dessus. Hein, il y a peut-être des... Alors, j'aimerais bien, quand j'ai vu déjà la longueur de ce trajet qui traverse la commune de Manom, j'aimerais bien, et je le dis ici encore une fois, être associé à la réflexion. C'est normal, Madame le maire. Alors, si vous traversez Manom par la rue du Luxembourg et après vous faites en triple voie derrière le territoire d'Étanges et vous allez jusqu'à Luxembourg ou jusqu'en Norvège, c'est pas un problème. Mais pour la partie qui me concerne, qui concerne la commune, tant qu'on est encore sur le territoire, j'aimerais bien être associé. C'est totalement légitime et c'est bien normal et on associera évidemment à l'ensemble des copiles liés à la gare d'Étanges Grande. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, mesdames, messieurs, on peut lever la séance. Merci à tous.